L'économie d'un pays, c'est immense. On parle de millions de personnes qui achètent, vendent, travaillent, tous en même temps. Comment est-ce qu'on peut bien comprendre un système aussi complexe? Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se bâtir étape par étape une boîte à outils pour décrypter la grande machine économique. C'est la question à 1 million de dollars, hein? Pensez-y une seconde. Chaque décision, chaque transaction a un effet. Ça donne le vertige. On pourrait croire que c'est juste impossible d'avoir une vue d'ensemble. Mais, heureusement, les économistes ont développé des méthodes pour y arriver. Pour s'y retrouver, on va y aller en 5 temps. D'abord, on va voir la vue d'ensemble. Ensuite, comment on fait pour mesurer une économie. Après ça, on va plonger au cœur des marchés des biens et de la monnaie. Puis, on verra comment tout ça s'équilibre pour finalement mettre notre modèle à l'épreuve. Parfait, allons-y. Le tout premier outil qu'on doit mettre dans notre coffre, c'est la bonne paire de lunettes. Il faut apprendre à voir l'économie avec la perspective d'un économiste. Et cette perspective, c'est la macroéconomie. C'est un peu comme si on prenait un hélicoptère pour voir toute la forêt d'un coup au lieu de se perdre entre les arbres. On ne s'intéresse pas à savoir pourquoi une personne a perdu son emploi, mais plutôt au taux de chômage national. On regarde les grands indicateurs, la croissance, l'inflation, bref, tout ce qui nous affecte collectivement. Et c'est là qu'on voit bien la différence avec sa cousine, la microéconomie. La micro, elle va regarder un arbre en particulier ou une section de la forêt. Elle se demande comment une entreprise fixe ses prix ou comment une personne décide d'acheter une voiture. La macro, elle, regarde l'ensemble du système pour comprendre sa logique globale. Bon, on a nos lunettes. Maintenant, il nous faut un outil de mesure. Un genre de ruban à mesurer pour évaluer la taille et la santé de notre forêt économique. Comment on fait ça? L'outil le plus connu, c'est le fameux PIB, le produit intérieur brut. C'est pas mal l'indicateur principal. En gros, c'est comme si on mettait une étiquette de prix sur absolument tout ce qui a été produit dans un pays pendant un an, que ce soit des voitures, des coupes de cheveux, des logiciels, tout. Et là, il y a un truc vraiment génial. On peut calculer ce PIB de 3 manières différentes et on doit arriver au même chiffre. On peut additionner tout ce qui est produit ou tout ce qui est dépensé ou encore tout ce qui est gagné comme revenu. Logique, non? Parce que chaque dollar dépensé par quelqu'un devient le revenu de quelqu'un d'autre. Tout est lié. OK, on sait comment mesurer. C'est bien. Mais pour vraiment comprendre, il faut voir comment le moteur fonctionne. Et pour ça, les économistes utilisent un autre outil super important, les modèles. Le monde réel, c'est beaucoup trop complexe. Un modèle, c'est comme une carte routière simplifiée. Elle ne montre pas chaque petite rue de campagne, mais elle indique clairement les autoroutes principales et les grandes intersections. Ça nous permet de voir les relations les plus importantes qui font bouger l'économie. Alors, la première grande autoroute de notre modèle, c'est la courbe IS. Elle représente ce qu'on appelle le marché des biens et services, l'économie réelle. L'idée derrière est assez simple. Quand les taux d'intérêt baissent, ça coûte moins cher d'emprunter. Alors les entreprises investissent plus, les ménages consomment plus, et hop, l'activité économique globale qu'on appelle Y augmente. La deuxième autoroute, c'est la courbe LM. Elle s'occupe du côté financier, du marché de la monnaie. Là aussi, la logique se tient. Quand l'économie roule à plein régime et que le revenu Y est élevé, on a tous besoin de plus d'argent pour nos transactions. Cette demande plus forte pour la monnaie fait monter son prix, qui n'est autre que le taux d'intérêt. Maintenant, attention, le moment vraiment intéressant, c'est quand on met ces deux marchés, ces deux courbes ensemble sur le même graphique. Et voilà, le moment Eureka, le point où les deux courbes se croisent. C'est ça, le cœur de notre modèle. C'est le seul et unique point où le marché des biens et le marché de la monnaie sont en équilibre en même temps. Ça nous donne un aperçu, un snapshot du niveau de production et du taux d'intérêt qui satisfont toute l'économie à un moment donné. Mais un modèle comme ça, c'est pas juste une belle image, c'est un véritable tableau de bord. On peut commencer à jouer avec les commandes pour voir ce qui se passerait si on changeait certaines choses dans l'économie. Faisons un test, justement. Prenons un cas classique. Le gouvernement décide d'augmenter ses dépenses. Disons qu'il lance un grand chantier pour construire des ponts et des routes. Quel effet ça peut avoir selon notre modèle? Bon, regardons ce qui se passe. Les dépenses du gouvernement, ça se passe dans l'économie réelle, celle des biens et services. Donc, c'est notre courbe IS qui réagit. Elle se déplace vers la droite, et en se déplaçant, elle croise la courbe LM à un nouveau point. Résultat, un nouvel équilibre avec un revenu national plus élevé. Le modèle nous montre donc un effet de relance économique. Et c'est exactement pour ça que ces outils sont si précieux. Ils permettent de simuler l'impact probable d'une décision. Un gouvernement qui se demande s'il doit baisser les impôts ou investir dans l'éducation peut utiliser ces modèles pour évaluer les conséquences. Ce n'est pas une boule de cristal, mais c'est une sacrée bonne aide à la décision. Évidemment, il faut rester humble.
Ce modèle ISLM est puissant, mais il a ses limites. Il ne prend pas en compte l'inflation, par exemple, et c'est surtout un outil pour le court terme. C'est une clé dans la boîte à outils, mais il en existe plein d'autres. Des marteaux, des tournevis, des modèles pour analyser la croissance à long terme, l'inflation, le commerce international, etc. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les modèles économiques ne donnent pas de réponse magique. Leur rôle, c'est d'éclairer les choix. Ils dessinent les différentes routes possibles et nous montrent où elles mènent. Mais à la fin de la journée, c'est toujours à la société de décider quel chemin elle veut emprunter.